C'est parti. Alors Madame Saravito, c'est à vous de commencer. Que pensez-vous du premier tour? Plutôt satisfaite? Plutôt satisfaite, bien sûr, de ces résultats importants sur ma candidature et puis donc tout simplement sur la candidature qui portait la suite, je dirais, de l'élection présidentielle et donc inscrite dans cette mouvance de la majorité présidentielle. Vous êtes surprise à votre sort? Surprise, je ne m'attendais pas effectivement à ce qu'il y ait un score aussi important, mais je pourrais dire que peut-être je m'attendais à un score plus important aussi de mon challenger voisin de cet après-midi. Et vous, Monsieur Piron, quelle est votre analyse? Il y a un effet présidentiel qui n'est pas contestable. Pour autant, bon, j'observe quand même qu'on est à 44,62%. Il y a quand même encore 5000 voix d'écart, quand même. Nous sommes 5000 voix devant. Incontestablement, il y a une poussée à gauche qui n'est pas contestable. Et on fait des voix en moins. Il y a en même temps, je voudrais quand même le souligner, hein, je répète, on est à 11% de plus, si vous voulez, que la seconde, hein, qui est aussi challenger, me semble-t-il. Ne vous n'avez pas de réserve de voix. Mais le deuxième parti, je voudrais le souligner, c'est important, le deuxième parti, c'est l'abstention, qui fait quand même 39,5%. Hein, je me permets de le souligner. Et ça, c'est un phénomène, non, c'est un phénomène national, mais c'est un phénomène qu'on ne peut qui se voit depuis 3 mandatures. Qu'on peut déplorer, qui va quand même en s'accentuant. Et ça, on peut le regretter. Les exprimés sont à 200 d'écart par rapport à 2007. C'était déjà beaucoup, c'est encore plus. Et donc, je le répète, on peut le regretter. Et je le regrette pour ma part. Alors on peut dire que vous n'avez pas forcément de réserve de voix, puisque vous étiez, entre guillemets, seul de la droite traditionnelle au premier tour. Qu'en pensez-vous? La question des réserves de voix, vous savez, est une question, franchement, c'est pas là l'essentiel. Il faut plutôt se demander pourquoi les gens ont si peu voté, et d'autre part, pourquoi ils ont voté ce qu'ils ont voté. Parce que la question des réserves de voix, on connaît le problème, c'est celui des extrêmes. Bon, il y a une extrême droite, en effet, qui n'est pas ma philosophie, et il y a une extrême gauche, et il y a une extrême gauche dont j'espère que ce n'est pas non plus la philosophie de Sophie. A priori, Mme Saravito, vous devriez profiter de... Pardonnez-moi, j'aurais souhaité simplement indiquer qu'une fois qu'on a parlé des étiquettes, les gens votent, il faut se demander pourquoi ils votent. Et moi, je voudrais simplement indiquer que l'inquiétude née de la crise, le découragement d'un certain nombre, l'exaspération également d'un certain nombre par rapport à des quantités de contraintes, si vous voulez, eh bien, effectivement, ça amène des votes protestataires à droite comme à gauche. Mais les votes protestataires, ça n'est pas une réponse. C'est tout ce que je voudrais dire. Madame Saravito, vous partagez cette analyse? Je partage le fait qu'il y a effectivement une partie des électeurs qui vont faire un vote, effectivement, du désespoir, on pourrait dire, ou en tous les cas qui veulent démontrer qu'ils n'ont plus une confiance dans d'autres formes de réponse politique. Mais je crois que ce qui s'est produit pendant 5 ans sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy a largement contribué, je dirais, à banaliser aussi un certain nombre d'arguments, un certain nombre de discours politiques, et pour ne pas le cacher, ceux de Marine Le Pen, et donc à banaliser aussi un vote en direction du Front National. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en devoir, nous les politiques, d'avoir une action aussi d'explication, pédagogique, démocratique, pour faire en sorte que la réponse politique, l'action politique, elle vienne bien répondre à ceux qui aujourd'hui ne croient plus, je dirais tout simplement, dans le fait d'avoir des réponses à leurs besoins à travers l'offre politique, je dirais, bipolarisée de gauche ou de droite. Monsieur Piron, en fait, c'est 11%, a priori vous en avez besoin, et vous êtes un Européen résolu. Non, écoutez, je pense, sincèrement, c'est pas ça d'abord l'essentiel pour les gens. Les gens, ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est le travail, c'est la possibilité de travailler, c'est la possibilité de se loger, c'est bref, des quantités de questions qui sont d'abord des questions économiques, permettez-moi de vous le dire, et sociales. Et donc, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, je le répète, d'ailleurs, je vous fais observer simplement qu'il y a une différence de 5000 voix, et si demain, nous n'avions que les voix que nous avions au premier tour l'un comme l'autre, si vous voulez, ça ne changerait rien. Et même si l'extrême gauche venait au secours de Sophie Saravito, ça ne changerait pas l'ordre des choses. Donc, je me permets de le dire, mais je le répète, écoutons aussi certaines inquiétudes, et je répète qu'ils sont de vraies inquiétudes,
l'artisan qui ploie sous les réglementations, si vous voulez, qu'on continue de lui accumuler, le petit commerçant qui a du mal à vivre effectivement dans les circonstances actuelles, des gens qui, dans les quartiers, n'ont pas forcément perçu les efforts qu'on fait malgré, mais on en parlera certainement tout à l'heure, malgré des opérations pourtant très importantes sur Saumur, je pense notamment au chemin vert, eh bien, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui sont un peu perdus aujourd'hui. Et notre devoir, c'est d'essayer d'apporter des réponses à des gens perdus. Après ça, si vous voulez, on va voir. Justement, c'est un petit peu la raison qu'on donne à ce vote au Front National. Les services publics ferment de plus en plus, le tribunal à Saumur, les bureaux de poste, les classes. Les gens sont exaspérés. Et c'est peut-être là qu'il y a la raison de ce vote. Très franchement, je ne crois pas que ce soit ce que vous indiquez qui provoque ces votes extrêmes. Et je le répète, des extrêmes. Vous êtes en permanence sur le Front National. Moi, si vous voulez bien, ni Marine Le Pen ni M. Mélenchon ne me convainquent. Hein. Donc je le permets de le dire. Alors, puisque vous abordez, le deuxième sujet là. Tout à fait. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on est contre... Sur les services. Je voudrais juste préciser que est-ce que c'est un processus inéluctable du fait des restrictions budgétaires et de la rigueur? Oui, incontestablement. Le poids des dettes énormes qui s'est accumulé, hein, je le répète, depuis 1974, puisque ça remonte là quasiment les budgets en déséquilibre, le poids énorme des dettes accumulées, partout hein, d'ailleurs, hein, pas seulement en France, vous le savez bien, pèse très très lourd. Et aujourd'hui, c'est ça la première raison de la crise. Alors dans ce contexte, à Saumur, vous dites fermeture du tribunal. Il se trouve que j'avais donné tout à fait mon accord sur Roger Segré parce qu'il y a des rationalisations à faire. Vous savez que je me suis opposé à la fermeture du tribunal de Saumur en vain. Je pense que ça a été une mauvaise mesure. Mais je voudrais quand même à côté de ça vous rappeler qu'en même temps et dans le même temps, l'État à Saumur, c'est Fontevraud qui a été sauvé de la concurrence avec le Var. C'est plus de 300 postes supplémentaires à Fontevraud par rapport à ce qui existait. C'est l'école de cavalerie. Vous savez combien il y a de postes là qui viennent d'être décidés après, avec 32 millions de travaux qui viennent d'être faits, 32 millions de travaux pour les entreprises du Saumurois, quand même 47 du bassin. Vous savez combien c'est de postes en plus? C'est l'équivalent de 500 postes en plus sur Saumur demain, puisque c'est 3800 stagiaires qui passeront toute l'année. C'est ça aussi l'action de l'État. Hein. Alors, c'est pas partout, hein, c'est pas partout. Il y a des fermetures, il y a des ouvertures, mais il y a aussi des créations. Hein, il y a aussi des créations. Madame Saramito? Je crois que la question des services publics, elle est au cœur aujourd'hui du débat, non seulement des choix de vote, mais aussi tout simplement du développement de ce territoire, et notamment du Saumurois. Le tribunal, il a fermé. Et ça, c'est quand même un constat, c'est un bilan. Il a fermé de manière très injuste, puisque le nombre d'actes qui étaient posés ici suffisait, je veux dire, très amplement à justifier son maintien. Aujourd'hui, on a une situation de fait qui est très compliquée, puisque plus de services de proximité, les Saumurois sont obligés de se déplacer, un tribunal sur Angers qui est très engorgé, qui est surchargé, et d'autre part ici des pertes d'emplois, parce que lorsqu'on perd un tribunal, on perd aussi des emplois de cadre, et ça, c'était, je dirais, pour Saumur, quelque chose de très difficile. D'autre part, ici, on a aussi perdu la Banque de France, on a perdu, je dirais, tout un tas de centrations en matière de services administratifs qui sont partis maintenant sur Angers. Et je crois que la question de l'aménagement du territoire... Et vous réouvrirez tout ça demain, si la majorité est de l'autre côté. Cette question se pose au niveau de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire d'une ville comme Saumur? C'est quoi aujourd'hui le rôle des villes moyennes? Je veux dire, il est clairement posé cette question au regard d'une ville qui, de fait, ayant perdu, je dirais, son influence sur son propre bassin, eh bien, se trouve en grosse difficulté par rapport aux questions économiques, par rapport aux questions d'emploi, par rapport aux indicateurs sociaux qui sont les plus mauvais, je dirais, du département. Donc, la question des services publics est clairement posée. Celle de l'école. Moi, je pose ici au débat... J'aimerais que vous finissiez sur la contrainte budgétaire. Est-ce qu'on est contraint, avant de parler de l'école, est-ce qu'on est contraint de devoir fermer ces services publics? Les suppressions de services publics ont été faites comme la RGPP ces dernières années, c'est-à-dire totalement à l'aveugle. À un moment donné, on a pris, je dirais, la décision de couper des moyens. Quand on ferme un tribunal à Saumur, on est obligé d'investir et de mettre des moyens sur Angers. Expliquez-moi où sont les économies. On est obligé d'accompagner, je dirais, et d'accompagner socialement de façon encore plus importante des personnes qui utilisaient ces services sur Saumur. Je peux répondre sur quelques points quand même. D'abord, un tribunal de Saumur, ce n'est pas la totalité des services publics, permettez-moi de vous le dire. Et je ne me connais, et je n'entends pas aujourd'hui,
ce qui pourrait être, enfin je veux dire, je n'entends pas aujourd'hui la gauche parler d'en réouvrir, hein, encore moins pour la Banque de France. Mais je répète que de l'autre côté, je viens de citer de l'autre côté 800 postes supplémentaires avec la présence de l'armée. J'ai cité le NE, je peux ajouter l'hôpital, le rapprochement de l'hôpital et de la clinique de Saumur qui s'est fait avec le concours d'ailleurs du maire d'alors, je le sais, hein, mais quand même d'abord parce qu'il y avait une politique nationale avec Douste Blazy qui était venu, ça s'est pas fait tout seul. Et que dire de l'ANRU quand on parle de services publics? La rénovation du chemin vert, c'est 30 millions de l'État qui ont été mis par le plan Borloo. Qui a défendu le plan Borloo à Paris? C'est la majorité d'hier et j'étais porte-parole du groupe. Et je peux vous dire que, non, la rénovation urbaine et l'ANRU c'est totalement faux. C'est nous qui l'avons faite et la rénovation des quartiers, c'est nous qui avons complètement mis ça en place avec Borloo. Alors là, j'étais présent dans l'hémicycle, j'ajouterais que le Parti Socialiste a voté contre la totalité des mesures qu'on a prises au début du plan Borloo. Aujourd'hui, c'était fini. Là, les dernières années, sur le sujet, on parle de l'école, Sophie Saramato. Non, mais on parle de service public, excusez-moi, je parle du logement des gens au quotidien ici. C'est bien du service public. Bon. Alors, le plan de rénovation urbaine de Saumur, je le connais bien, Michel, puisqu'il a été construit, conceptualisé lorsque j'étais première adjointe de la ville de Saumur. Et ce n'est pas le plan Borloo qui a construit le projet de la ville de Saumur, c'est la ville de Saumur. Mais il était impossible que la ville de Saumur fasse ça sans les aides du plan Borloo. Je termine. Les plans de renouvellement urbain avaient commencé sous le gouvernement Jospin, tu le sais comme moi. La ville de Saumur n'était absolument pas prête pour s'y engager pour une raison simple, c'est qu'en 2001, il n'y avait rien dans les tiroirs ici qui permettait justement de mettre en œuvre véritablement un programme très ambitieux. Ce programme a été construit entre 2001 et 2007. Il a mis effectivement du temps à savoir s'il serait défendu correctement sur le plan national et à trouver ses moyens. Et nous aurions préféré effectivement avoir des validations bien avant 2007. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... non, mais là, je m'inscris totalement en fou. Là, je revendique encore une fois, et c'est tout l'honneur de Borloo, encore une fois, le fait d'avoir porté et défendu cette loi qui a permis effectivement à l'État d'aider des villes qui se sont ensuite prises en main. Mais ça nous permettra de passer au troisième thème. Il n'y a pas de travail national qui puisse être efficace si ensuite les élus locaux, effectivement, ne se saisissent pas de ce qu'on fait. Mais je répète, sans le plan Borloo, jamais Saumur n'aurait pu rénover le chemin vert. Avant le troisième thème, Sophie Saramato voulait parler de l'école. Oui, je voulais parler de l'école parce que c'est une préoccupation extrêmement forte sur Saumur. On connaît la situation du Saumurois avec un niveau de qualification très faible de la population, avec des problématiques très fortes en ce qui concerne l'échec scolaire et l'accompagnement d'enfants en difficulté, mais d'une manière générale, avec une offre scolaire importante pour que notre population reste aussi vivre ici. Et ici comme ailleurs, nous avons été soumis à des restrictions très importantes de moyens dans les écoles, et voilà un sujet qui me semble extrêmement fort sur également la vitalité d'une ville. Les écoles, mais je parlerai aussi de l'enseignement secondaire, puisqu'il est dit que les options ne sont pas importantes. Moi je considère et je revendique le fait que nous avons un seul lycée d'enseignement public, un seul lycée d'enseignement général sur ce secteur, qu'il est aujourd'hui restreint à devoir limiter ses options et que cette diminution de moyens fait que demain, on aura un lycée qui ne pourra pas proposer aux familles qui devront envoyer et chercher un lycée ailleurs, c'est-à-dire globalement à Angers. Michel Piron, sur le sujet d'école. Je crois que sur tous ces sujets, on voit bien ce qui va tout de suite nous différencier d'une manière assez fondamentale. Je n'entends parler que de dépenses supplémentaires, alors que la dette est énorme du côté, je le répète, d'État, et les contraintes budgétaires sont considérables. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays qui nous entourent, et on comprendra vite où ça mène. Eh bien, j'ai pas envie effectivement que ça nous mène là. J'ai pas envie que ça nous mène à l'Espagne, j'ai pas envie que ça nous mène à l'Italie. Et donc, je le redis, s'agissant de l'école, toutes les statistiques montrent que nous avons un sureffectif en école secondaire. Pourquoi dans le secondaire? Parce qu'on a multiplié les options avec des professeurs devant 4 ou 5 élèves, voire 3. En revanche, on a un sous-effectif à l'école primaire. Ça veut donc dire clairement qu'il faut redéployer, mais ça demandera 10 ans, qu'il faut redéployer par non-remplacement dans le secondaire sur des options où on a trop peu d'élèves, redéployer vers le primaire, mais c'est certainement pas en accroissant encore les effectifs globalement qu'on se sortira de la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve. Donc je le dis, non, sur les attaques sur le budget. Je ne parle pas de Saumur, je parle de l'ensemble du pays. Mais il y a des situations ici. Écoutez, si vous pensez qu'en un an, non mais
effectivement, qui ne peuvent pas attendre 10 ans. Pour ma part, je ne laisserai pas croire aux gens, de toute façon, je ne laisserai pas croire, en tout cas mes électeurs, qu'en un an on peut résoudre encore une fois une situation aussi grave que celle dans laquelle on est. Madame Saramitos, sur le financement? Moi non plus, je ne laisserai pas croire qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi. Je dirais simplement qu'il faut vraiment que chacun sache que la RGPP a coupé arbitrairement les moyens partout. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas occupé de savoir si dans certains endroits il y avait effectivement, je dirais, un taux d'encadrement supérieur, inférieur, etc. On a coupé de manière très simple. Et dans les écoles primaires, on a quand même 14 postes qui sont en suspens dans le Saumurois pour la rentrée 2012, 42 postes sur l'ensemble du département, les postes RASET qui ont été supprimés. Je pense clairement que quand on fait une réforme, eh bien, on regarde aussi et on le fait avec une participation notamment de la fonction publique. Je ne sais toujours pas où seront les économies, je ne sais toujours pas sur le budget de financement. On touche ailleurs que sur les écoles et l'enseignement, on touche ailleurs que sur le monde hospitalier et on touche ailleurs que dans la police. Non, mais j'ai pas de réponse. Après, il n'y a pas de réponse. Où touche-t-on? Où touche-t-on? On regarde là où la rentabilité, je dirais, et la productivité sont, je dirais, le plus facile à un moment donné à développer. On regarde également dans la décentralisation un certain nombre de services d'État qui sont en surplus, de nouveaux services qui sont tout simplement dans les collectivités territoriales parce qu'elles ont eu le transfert de compétences et de charges, et on a maintenu des services de l'État qui aujourd'hui effectivement n'ont plus utilité à l'être. Tu le dis toi-même, il y a trop. Non, la Banque de France n'a pas été transférée aux régions. Non, mais je veux dire, non, moi je parle des services de l'État. Mais parlons de services de l'État, de compétences qui ont été transférées, où des services de l'État restent, mais n'ont plus aucune action opérationnelle, ont simplement une action de contrôle. Et là, je crois qu'il y a vraiment des moyens à trouver. Alors, ce que je viens de dire, c'est que le territoire était en panne, notamment le Saumurois en particulier, en panne économique. Qu'est-ce qu'un député, le chômage est élevé, il y a des blocages de développement, qu'est-ce que peut faire un député pour aider la région? Monsieur Piron? Oui, je terminerai à la fin. Bien, je voudrais d'abord dire que le député, ce qu'il peut faire, il faut se poser la question toujours, que peut-il faire, c'est avec qui? Car le député tout seul, évidemment, il ne suffira pas. La première chose que peut faire le député, c'est d'abord de voter des lois qui permettent effectivement, par rapport au travail et à l'emploi, qui permettent effectivement de libérer le travail ou l'emploi, ou en tout cas de l'augmenter. Or, dans ce domaine, il y a un lien très étroit entre le national et le local. Alors, il y a les difficultés. J'ai cité tout à l'heure, bon, il y a ce qui va, il y a le sauvetage des entreprises en difficulté, il y a les créations. Sur la question du sauvetage des entreprises en difficulté, j'ai un exemple très précis en tête. Quand j'ai été élu la première fois, c'est France Champignon. C'était un dossier absolument énorme qui m'est tombé dessus dans les 15 jours qui ont suivi la première élection. On a sauvé France Champignon. Il y a eu des pertes d'emploi, mais ça s'est fait en accord. Ça s'est fait d'ailleurs avec la collaboration très étroite, aussi bien des syndicats représentatifs, notamment des délégués CFDT, je m'en souviens fort bien, et CGT, de la direction et du ministère. Là, on peut dire qu'on a vraiment sauvé une filière. Et je m'en souviens fort bien pour avoir suivi ça de très près avec le groupe Botler d'abord et ensuite Bonduel. Il y a moins d'emplois, la filière est sauvée. La menace directe, c'était qu'il n'y ait plus du tout, je dis bien plus aucun emploi dans ce domaine. Et vous savez ce qu'il en est sur Montreuil-Bellay ou Douai. On a des opérations de sauvetage qui se font alors, en s'appuyant notamment, par exemple, sur d'autres interlocuteurs locaux. La région, je sais, accompagne les rosiéristes. J'ai moi-même provoqué une réunion en préfecture avec les rosiéristes, n'est-ce pas, suite au dépôt de bilan des grands donneurs d'ordre à Lyon. Et de ce point de vue, il y a à peu près 80 emplois ici qui étaient en jeu. Mais on a aussi, heureusement, on a aussi mieux à faire. On a aussi mieux à faire, je dirais, tout simplement, en essayant de créer les conditions d'accueil des entreprises. Et ça, c'est tout à fait essentiel, et je voudrais, sur ce plan, insister lourdement. On ne peut pas... Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des emplois? Pour avoir des emplois, il faut des employeurs. Et pour avoir des employeurs, il faut avoir des employeurs qui peuvent prendre le risque d'employer. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais dans ce domaine, il faut d'abord les infrastructures. De ce point de vue, rappelez-vous le verrouillage qu'il y avait de l'autoroute Angers-Tours, mais le raccordement n'est toujours pas fait au pont. L'État a mis 12 millions sur le pont, l'État a débloqué à Longet l'autoroute Angers-Tours, mais la liaison du pont, malheureusement, à la ronde n'est toujours pas faite, et la liaison avec Montreuil-Bellay attend. Dans ce domaine, je voudrais quand même le dire à Sophie Saramitos, quand je regarde la zone de Montreuil-Bellay, qu'elle connaît bien, c'est une zone qui est en ce moment en train d'être condamnée par les exigences de ses amis écologistes. 75 hectares viennent d'être gelés sur une zone qui ne peut même pas être cultivée. C'est une catastrophe pour les industriels en place, je dis bien les industriels en place, j'en ai rencontré.
ils sont soumis à des contraintes invraisemblables, absolument invraisemblables. Eh bien là, je le dis, eh bien là, oui, sauf qu'il peut être condamné par les tribunaux administratifs. Non, tu sais très bien. Alors, je voudrais dire simplement, Sophie Sarah-Mito, c'est tout ça, parce qu'après tout, elle a quand même été adjointe, que je sache, au maire de Saumur pendant 6 ans, au maire précédent, 7 ans, même encore mieux. Elle a été vice-présidente de l'agglomération. Donc elle sait bien que l'emploi, ça ne se décrète pas. Mais au moins, ça peut se permettre et se faciliter, à condition d'avoir aussi des alliés qui favorisent l'emploi, et notamment l'emploi des personnes, avant de favoriser, si vous voulez, la protection, dans certains cas, d'un certain nombre d'espèces dans lesquelles ne figure pas l'espèce humaine. Alors, Madame Sarah-Mito, avant de répondre à la question, votre avis sur Méron, vos amis écologistes vous bloquent tout? Écoutez, mes amis écologistes sont une famille politique qui n'est pas la mienne, puisque moi déjà je suis c'est ton suppléant. C'est mon suppléant qui n'est pas contre l'aménagement de la zone de Méron. Je crois qu'il y a là, sur cette zone, il y a eu des contraintes, il y a eu des positions que je n'ai pas soutenues d'ailleurs, de la part effectivement des écologistes. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ce dossier est en cours, qu'il doit continuer à être appuyé, non seulement aujourd'hui pour trouver les solutions équilibrées entre une part de préservation, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de contraintes environnementales qu'il faut prendre en compte, mais d'autre part, son développement économique. Et là, je crois qu'il faudra être excessivement efficace, c'est-à-dire être très proche du gouvernement, très proche des moyens en place pour maintenant faire en sorte que ces aménagements se fassent. Et j'y travaille d'ailleurs avec Paul Loupias de manière très rapprochée, qui m'a appelé il y a quelques jours justement sur ce dossier. Donc je crois que là, voilà, il y a peut-être eu... Qu'est-ce que peut faire un bon député pour la région économiquement? Pour la région économiquement, alors je tiens quand même à rappeler les chiffres. Parce qu'on peut se dire effectivement que la filière des champignons a été sauvée, mais qu'elle a perdu quand même 1000 emplois. Et que c'est énorme. Aujourd'hui, sur le territoire du Saumurois, on a plus de 8900 demandeurs d'emploi. On en a plus de 3000 qui n'ont pas travaillé, qui sont inscrits en catégorie A, c'est-à-dire qui n'ont plus aucune activité professionnelle sur Saumur. Donc on a ici une situation, ça je voudrais le rappeler, qui est, je dirais, une situation d'urgence par rapport à cette question de l'emploi. Donc effectivement, il faut travailler sur le développement économique, sur la formation aussi, parce que le lien entre personnes formées et qualifiées et venues d'entreprise n'est pas totalement, je dirais, sans intérêt. Et la région a cette responsabilité. Oui, bien sûr, mais pas dans les lycées et pas encore dans les écoles primaires et maternelles, si je peux me permettre. Donc, sur la question du développement économique, moi je sais très bien comment on doit travailler. Je le fais déjà, je suis dans la commission développement économique de la région. Michel Pirot l'a rappelé, je le remercie. Nous accompagnons de manière très importante les rosieristes, par exemple. C'est-à-dire qu'on doit avoir un soutien sur les filières locales. Moi, je soutiens aussi la filière viticole. Je crois qu'un certain nombre le savent, notamment par rapport à ces projets et ces développements sur la dimension œnotouristique. D'autre part, sur le développement économique, je crois que tu oublies une chose, Michel, quand tu parles du fait qu'il faut bien sûr des acteurs locaux, mais il faut vraiment développer l'articulation des synergies entre les responsabilités de l'État, les responsabilités des régions, des départements s'ils ont encore des prérogatives sur ces questions-là, et du terrain local. C'est ce qu'on est en train de mettre en place déjà avec la région des Pays de la Loire sur le bassin du Saumurois, parce que véritablement, il faut créer ces articulations. Et demain, moi, si je suis élue, eh bien, je ferai en sorte que l'articulation de l'État soit bien plus en synergie et bien plus cohérente avec l'action de la région des Pays de la Loire, qui est soutenue, que je connais bien, et dont vous savez que je connais bien le président et le président de la commission du développement économique, pour faire en sorte qu'on ait une action vraiment commune et cohérente sur l'ensemble de ce bassin. Oui, sur le développement économique, pour poursuivre. Encore une fois, je voudrais insister sur l'articulation. J'entends parler de l'articulation, c'est-à-dire sur la collaboration entre les élus et les députés. Je pourrais l'illustrer d'un chiffre. On a accompagné, pendant ces 5 dernières années, 93 projets locaux. Je dis bien 93 projets locaux. 86 communes dans la circonscription comptant les 3 communes associées. Ça n'est quand même pas complètement négligeable. Mais ensuite, je voudrais le redire ici. Le député est d'autant plus efficace qu'il peut s'appuyer sur des élus territoriaux. On l'a fait dans pas mal de dossiers. On l'a fait encore une fois à Saumur naguère avec l'hôpital. On l'a fait donc sur le chemin Veynes. On a poursuivi, je le dis, avec 2 municipalités successives, effectivement. C'est Paul Loupias qui m'a appelé pour la zone de Montagne-Vélez. C'est personne d'autre, c'est Paul Loupias. Donc sur des sujets comme ça, je le répète,
on est obligé de travailler ensemble. Mais faut-il encore, je le répète et j'insiste, faut-il encore qu'il n'y ait pas les blocages qu'on a actuellement sur certains sujets en matière d'emploi. Pour le reste, je le redis, la première recette de l'emploi, c'est l'employeur. Il faut des employeurs qui prennent le risque d'employer. Eh bien, ne les décourageons pas avec des contraintes, notamment environnementales, je répète, qui sont devenues, pour ma part, je le crois, insensées. Vous savez, il y a le bon député national, peut-on être un bon député sur le plan local en s'alliant nationalement avec des gens qui veulent supprimer la filière nucléaire, et de l'autre côté en défendant, si vous voulez, 3000 emplois, 2000 emplois directs, dont 1000 emplois indirects sur Chinon. Ça ne me semble pas raisonnable. Je sais que ce n'est pas la position du PS, mais c'est la position quand même de ses alliés. Donc pour finir, vous allez commencer par là, Madame Serramito, la dernière question. Qu'est-ce qui fait un bon député pour vous? Comment vous serez... Je ne peux pas répondre. Vous allez répondre? Bah, oui, c'est normal. Et après, Michel insiste largement sur mes relations avec des gens qui prennent en compte l'écologie, l'environnement et le développement durable. Et je le revendique, bien sûr. J'ai de très bonnes relations. J'ai d'ailleurs un suppléant, mais on n'est pas dans une logique de pousser les contraintes. On est dans une logique de prise en compte de ce qui me semble aujourd'hui quand même important. C'est-à-dire l'avenir aussi de la planète, dans tout son sens large du terme. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand je vais rencontrer les entreprises, Michel, ce n'est pas des contraintes environnementales qu'elles me parlent excessivement, c'est plutôt des contraintes en règle générale. Et ce matin, j'étais chez un chef d'entreprise. Tu as rencontré Euramax ou Denkavik? Oui, Euramax s'est accompagné d'ailleurs par la région, je connais très bien M. Wagner. Il ne me dit pas la même chose. Mais les contraintes environnementales, elles sont dues aussi aux réglementations européennes. Elles ne sont pas dues qu'à Europe Écologie Les Verts. On pourra en reparler, mais voilà, j'invite à aller creuser sur ce dossier-là. Ce qui est clair, c'est ce dont parlent les entreprises. Ce sont aussi des contraintes très importantes sur le plan réglementaire d'une manière générale. Le nombre de dossiers à faire, je veux dire les contraintes liées à des formes administratives. Et je crois que ça, il va falloir le voir, notamment sur les petites entreprises. Là où j'étais ce matin, il y a une dizaine de salariés. La contrainte majeure, elle est celle-là, oui, et plus qu'une question environnementale. Voilà, ça je voulais quand même le confirmer. Après, on va pas ouvrir le débat du nucléaire ici, tout le monde a bien compris que ce n'était pas le débat de la législation à venir. Il le sera sur le plan des énergies en général, et il faut réellement mettre en place cette conférence des énergies, traiter de la question du nucléaire. Je suis sûre qu'en plus tu es d'accord sur ce point-là, mais on n'est pas sur un acharnement de perte d'emploi, de fermeture, je dirais, de centrales nucléaires uniquement parce qu'il faut les fermer. D'ailleurs, Marc Goy, le député candidat d'ailleurs à son renouvellement, a là-dessus travaillé sur un rapport très étayé. Tu le sais, et nous pourrons en discuter si tu veux après ces élections, si tu veux t'en informer plus directement. J'ai son rapport et nous pourrons. Je rappelle que toute une partie, je le rappelle, de tes alliés, tu le sais bien, et la majeure partie, n'est-ce pas, est sur une toute autre ligne, c'est tout. C'est un ça. Mais je t'accorde votre question, pas sur celle-là. Dernière question. Oui. Alors, Madame Serramito, qu'est-ce qui fera que vous serez une bonne députée? Déjà, je crois qu'il faut aussi rappeler aux électeurs qu'une cohabitation entraînerait plutôt un état de crise politique en France et qu'il est plus cohérent, et on l'a vu d'ailleurs au premier tour, effectivement, d'aller donner les moyens au nouveau président de la République de pouvoir gouverner et mettre en place son action politique. Moi, pourquoi je serais une bonne députée? Parce que je travaillerai avec le gouvernement en place et que je saurai être efficace et bien sûr me faire entendre par notamment aussi un Premier ministre qui connaît bien la situation du Saumurois puisqu'il en est lui-même, je dirais, un voisin de naissance. Je travaillerai avec les acteurs du Saumurois, je travaillerai avec l'ensemble des citoyens parce que le député, bien sûr, c'est le législateur, mais c'est celui qui est le représentant du peuple, le représentant des citoyens. Donc pour moi, dès lors qu'on doit traiter d'un dossier de loi, dès lors qu'on doit travailler sur un projet de fond, que ce soit une question de société ou une grande réforme, eh bien il faut mettre de la consultation en place, et moi c'est ce que je propose à l'ensemble des citoyens. C'est d'être vraiment dans le dialogue et la concertation. D'autre part, moi je pense que ce mandat de député, il doit se faire en totalité. C'est pour ça que si demain je suis élue, je ne cumulerai pas les mandats pour véritablement être à temps plein sur ce mandat. Et puis je pense qu'il y a nécessité effectivement d'avoir aussi cette moralisation de la vie politique
Et moi, je souhaite qu'on puisse revenir sur un certain nombre de points, notamment les avantages acquis des députés. Moi, je souhaite qu'on ouvre cette question sur la question des retraites, sur la question de l'ensemble des moyens qui sont donnés à ces élus, et puis sur la réserve parlementaire. Moi, je suis pour le droit commun, et donc je considère que cette enveloppe donnée, je dirais, à discrétion au pouvoir d'un député reflète encore d'une quelque époque qui, à mon avis, n'est plus celle qu'attendent les citoyens. Monsieur Piron, une question? Pourquoi un mandat supplémentaire pour vous? Écoutez, je vais évacuer tout de suite les questions qui me paraissent un petit peu secondaires. Je répète, bon, sur la question des moyens et sur la question des retraites, je n'ai aucune objection, je suis tout à fait favorable. Quant à la réserve parlementaire, je rappelle que Sophie a été encore une fois, Sarah Mitur était quand même adjointe pendant 7 ans d'un député, de quelqu'un qui a été député pendant 6 ans et qui l'avait pas remis en cause. Non, je fais observer, je n'entendais jamais ce discours à ce moment-là. Non mais je n'ai jamais entendu cette réclamation. J'ai le droit également d'avoir le mien. Donc je dis, je n'ai jamais entendu auparavant ce reproche. Donc je trouve qu'il est nouveau, mais ça ne me gênerait pas du tout, effectivement, que cette chose-là soit supprimée, ça ne me gêne pas du tout. C'est pas la discrétion, cela dit, hein. C'est examiné quand même très très rigoureusement par des commissions dans le cadre d'une enveloppe, fermée. Bah, si tu sais comment ça se passe, il fallait effectivement, encore une fois, je sais bien ce que je dis, il ne suffit pas de s'en étonner maintenant. Maintenant, je voudrais revenir à l'essentiel. Un bon député, en effet, bah, c'est quelqu'un qui partage son temps entre, je dirais, la nation et le terrain. C'est clair. On ne peut pas, si on vote de mauvaises lois à Paris, espérer de bons effets sur le terrain. On ne peut pas, si demain on charge davantage les entreprises, par exemple en cotisation familiale, en supprimant la TVA d'un 6 comme on l'a fait, c'est 6,5 milliards. Hein. On ne peut pas remettre ça sur le taux des entreprises, si vous voulez, en le votant à Paris, et ensuite venir effectivement s'inquiéter qu'en province, éventuellement, les entreprises souffrent. Donc, c'est clair, j'ai assumé complètement les décharges sur les entreprises d'un certain nombre de cotisations. Aujourd'hui, il faut le savoir, par rapport à l'Allemagne, nos entreprises de fabrication ont en gros 15% de plus de charges. C'est donc de bonnes lois à Paris qui peuvent seules leur permettre de bien vivre en province. Donc je ne dissocie pas le député, si vous voulez, qui doit passer une partie de son temps, encore une fois, à Paris pour la nation, et le député qui est en province. En province, on a travaillé avec l'ensemble des élus locaux, tous sans distinction. J'ai un suppléant qui a de grosses responsabilités locales, vous le savez, puisqu'il n'est pas seulement maire de Littré, mais vice-président de l'agglomération, en charge des transports. Dieu sait s'il est sur le terrain avec mes collaborateurs. Je voudrais simplement indiquer que si on a aidé 93 projets locaux, ce ne sont pas nos projets, ce sont des projets locaux qu'on a aidés. Pour d'excellence, j'en passe. Eh bien, par définition, le bon député, c'est pas celui qui a tout fait à la place, c'est celui qui a travaillé avec. Donc là-dessus, je veux bien, et Dieu sait si on y a passé du temps. On a reçu quelques 1600 personnes dans nos permanences, quand même, sur le terrain. Un bon député, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute, je suis bien d'accord là-dessus, je donne des chiffres très précis. Un bon député, c'est celui qui, quand même, je me permets de citer le chiffre, a pu obtenir le soutien dans cette campagne électorale de 52 maires de la circonscription. Si effectivement on avait travaillé seul, je pense que ça se ferait. Donc la consultation, elle est permanente. Je dis bien, elle est permanente. Elle est hebdomadaire, elle est mensuelle et elle est journalière pour mes collaborateurs. Alors, simplement, je le répète, ne dissocions pas politique locale et nationale. Je veux dire que si on ne va pas dans un sens d'économie générale au niveau de la dette, je le répète, eh bien, croulant sous la dette, inéluctablement, pour la rembourser, on aura des prélèvements qui ne cesseront d'augmenter, qui pèseront sur le travail et qui créeront du chômage. C'est exactement le cercle infernal dans lequel sont conduits un certain nombre de députés européens. Je ne parle pas de la Grèce, mais voyez l'Espagne, et je ne parle pas du Portugal, voyez où il est, et voyez l'Italie. On n'a surtout pas à prendre cette direction-là. C'est la raison pour laquelle, je le dis clairement, nous devons trouver au moins 50% d'économie à côté de 50% de recettes supplémentaires. Ça, c'est le bon député à Paris. Et sur le terrain ensuite, ça nous permettra d'aider effectivement plus efficacement et les entreprises et les employeurs et bien entendu ceux qui les emploient. Merci.